bien évidemment, comme on va parler du traitement et de la poussée et du traitement de fond, et après on finira par le traitement des conséquences. Donc, toujours pour tout traitement, il va falloir bien évidemment commencer de juger pour que le traitement puisse être efficient. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'il soit efficace, donc on cherche l'efficacité. D'un autre côté, il faut les effets secondaires et les complications respectées, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait un bénéfice, il faut qu'il soit safe, donc il ne va pas entraîner de complications pour le patient. Et il y en a qui donnent justement des complications, il y en a ceux qui ont été retirés du marché. Le daclizumab, il n'y a pas longtemps, la letrozumab aussi, maintenant, le Lentrada, on n'est pas sûr, l'agence européenne, elle le laisse en instance, maintenant il faut qu'on l'utilise, on va d'abord chercher. D'accord? Donc c'est en cours de dénombrement, et puis même le médicament quand il est sorti, quand il sort, voilà, on a activé sur je sais combien de temps, on est passé par toutes les phases de la phase de recherche, et après à un certain moment, on a des complications, il a fait. N'est-ce pas? Donc toujours, l'efficacité, est-ce que le patient tolère? Parce que des fois c'est un motif de la non-concurrence du traitement, le patient a arrêté le traitement parce qu'il ne le supporte pas, n'est-ce pas? Donc les effets secondaires du traitement, et il ne faut pas qu'ils soient nocifs pour le patient. Les médicaments anticancéreux par exemple, je vais dire c'est bien beau, on donne un médicament de l'oncologie, et il va escaper le malade. Donc il faut peser le pour et le contre, pas tuer non plus, n'est-ce pas? Donc, la prise en charge thérapeutique des poussées, bien évidemment, j'ai mis juste un détail, identifier la poussée. Identifier la poussée, donc il faut éliminer ce qui n'est pas poussé. Et donc, ce qui est important, la pulsalité, les syndromes paroxystiques. Donc, les phénomènes paroxystiques qui viennent pendant quelques minutes, quelques secondes, et qui disparaissent, qui se répètent ou plusieurs jours. Ça, c'est pas une poussée. Donc une poussée, c'est une apparition d'un nouveau syndrome neurologique, un déficit neurologique, donc des signes neurologiques nouveaux ou les ancêtres qui se sont aggravés. Donc le but du traitement de la poussée, c'est de raccourcir la durée, ça veut dire la durée et l'intensité de la poussée. Ça veut dire quand on traite le patient, pourquoi on traite, c'est pour que ça ne soit pas trop intense, donc l'intensité, et pour qu'il récupère le plus vite possible. Et atténuer la célérité, donc l'intensité de la poussée. Mais il ne prévient en aucun cas les poussées. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on l'a mis, parce que bien évidemment vous savez que c'est le traitement de la corticothérapie, c'est pas parce qu'on a donné une corticothérapie qu'il ne va pas faire une autre poussée, donc le temps prévu, n'est-ce pas? Ça ne change absolument rien. D'accord? Donc, le traitement de la poussée, le traitement de la corticothérapie notamment, elle ne traite que la poussée elle-même, en diminuant l'intensité et la durée de la poussée. Contrairement au traitement de fond. Le traitement de fond, on le donne pour éviter les crises. On donne un traitement anti-migraineux de fond, on donne un triptan, on donne par exemple du paracétamol, de l'Ibuprofène, c'est pour un triptan, c'est pour éliminer la crise migraineuse. Et on donne un traitement de fond pour éviter la recrudescence des crises. Et donc, même si elles reviennent moins intenses. C'est ça le traitement de fond. Donc, n'influence pas le pronostic ou l'évolution à moyen ou à long terme. En rien. D'accord? Et puis, l'efficacité, elle est rapide, mais elle est temporaire, évidemment. Indiqué dans les poussées sévères, invalidants, dans le cas des déficits, et abstention thérapeutique si le gel fonctionnait. C'est pas parce qu'il est en poussée que impérativement on va le mettre sur le plan. Il est important de le faire, n'est-ce pas? On voulait une fois aussi, je me souviens, un monsieur de l'association de la sclérose en plaques qui est venu pour pousser effectivement. Le reste des médecins qui l'a vu. Puis on fait une glycémie, elle est à 5 mais quand c'est demi, voilà, donc il faut régler ça. D'accord? Donc corticothérapie bien évidemment, mais pas que, on va voir le reste. Donc on utilise du solumétrol en IV bonus. Quand on dit avant, on utilisait le terme de flash de corticoïdes. Déjà, le CBU peut avoir une arythmie, par exemple. Il a une cardiopathie qui est passée inaperçue. C'est une contre-indication à la corticothérapie en bonus. Du CBU, c'est l'exception. Oui. C'est-à-dire que théoriquement, quand on cherche déjà ce qui est une fièvre ou pas. Déjà, à l'examen, on évalue. Est-ce qu'il est en état d'infection affectée ou pas? Voilà. Tu ne veux pas qu'on traite d'abord l'infection? Absolument. Donc,
un bolus de soluméthanol en UV en perfusion, de 500 à 1 gramme, et en général c'est 1 gramme qu'on utilise, n'est-ce pas? En perfusion UV sur 3 heures. Donc la perfusion, elle se passe en mélange avec du sérum glucosé ou du sérum salé, en général le sérum salé, pendant 3 heures, le matin, bien évidemment, parce qu'il ne va pas le faire le soir, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux que ça se fasse le matin, et pendant 3 à 5 jours, le plus souvent c'est 3 jours. N'est-ce pas? Si on juge qu'il n'a pas encore récupéré et qu'il nécessite encore un peu, on peut continuer jusqu'à 5 jours. Donc, il y a une possibilité de réaliser, d'ailleurs justement quand on dit le flash, je me souviens quand j'étais on ne disait pas flash à Alger par exemple, on disait flash à cette là où je suis maintenant, et flash c'est flash. Hein. Ça veut dire le 1 gramme il le passe en 10 minutes, c'est 3 heures. Voilà. Donc, pendant 3 à 5 jours, possibilité de réaliser le flash, enfin le bolus de corticothérapie à domicile, on n'est pas obligé de l'hospitaliser. Si le premier flash est réalisé en milieu hospitalier, ça veut dire la première fois il a été fait à l'hôpital, le premier jour, le reste, si tout va bien, il n'y a pas d'infection, pas d'allergie, on peut continuer, pas de souci. Les 2 autres jours, ou les 5 ou les 4, on peut les continuer à la maison. Donc, surtout s'il y a un antécédent cardiaque et diabète, parce qu'effectivement, si le patient est hypertendu ou diabétique, il va falloir le surveiller. Si jamais l'hyperglycémie, on fait la courbe glycémique et elle s'élève, on traite par l'insuline-thérapie. Sinon, s'il est hypertendu, on peut traiter aussi par un antihypertenseur injectable. N'est-ce pas? Donc, et bien évidemment, en l'absence de contre-indication, ne pas arrêter le traitement de fond et les traitements symptomatiques. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est en train de faire une poussée, on traite la poussée, qu'il va arrêter son traitement de fond. Non, il continue son traitement de fond le plus normalement du monde. S'il était sous interférent, c'est des injections chaque 2 jours, il les fera en subcutané, par exemple, ou en intramusculaire une fois par jour pour la Vonex, il continue son traitement le plus normalement, même si c'est le même jour que la corticothérapie ou autre, ça ne change absolument rien du tout. D'accord? Voilà. Donc, Péros maintenant. Oui. Parce que après ça fait beaucoup. Un bolus de 1 gramme, il y a même ceux qui font en parler avec le Dr Khaled, même jusqu'à 2 et 3 grammes. Ça veut dire déjà à 1 gramme, et c'est déjà beaucoup. Et on va le faire pendant 11 jours, ou 10 jours, ou 15 jours, ça fait beaucoup. Et en plus, on a remarqué que déjà avec cette durée, ça suffit. Et c'est pas parce qu'on augmente la durée, on augmente la dose que ça va être meilleur. D'accord? Donc, prednisone. Maintenant, par rapport à la voie orale, qu'est-ce qu'on donne par rapport à la voie orale? Comme toute corticothérapie d'ailleurs, le cortenside à 20 mg ou le Nedrol, il y a des 16e sang, ça dépend qu'est-ce qu'on va donner, et puis le Soluprez à 20. Péros maintenant, la corticothérapie Péros, il est possible. Et fut un temps, nous ce qu'on faisait quand j'étais résident, le schéma était qu'on donnait le bolus de corticoïdes 1 gramme pendant 3 jours et qu'on complétait, quand on prenait le relais par de la corticothérapie par voie orale, en général 15 à 21 jours, et on fait une dégression au-delà de 21 jours. Et bien ça ne sert absolument rien du tout. D'accord? À rien. Donc c'est inutile. D'accord? Le relais, il n'est pas validé. Même avec ça, il y a certains services qui le font encore, de par le monde, hein, en Algérie ou ailleurs. Donc, certains le font, mais question théorie, sur plan théorique, sur plan expérimental, ça n'a jamais été validé. Donc, à mon sens, ça ne sert absolument rien du tout. Et vous verrez de toute façon, avec les patients, ça ne change rien de toute façon. Donc, quoique, quand on fait une étude, c'est pour voir ceux avec qui on a fait le relais et ceux avec qui on n'a pas fait le relais. Elle est sur les mêmes critères. C'est là qu'on peut faire la différence, qu'on peut comparer. Mais sinon, moi je fais le relais et je me dis c'est mieux, on n'en sait rien. Il faut comparer avec et sans. Voilà. Et donc ça n'a jamais été validé, donc à mon sens ça ne sert absolument rien du tout de la faire. On gaspille, il va prendre un traitement inutile, donc ça ne sert à rien. D'accord? Et puis, maintenant, la voie orale, quand elle est en relais, elle ne sert à rien, et parfois on est amené à la donner sans le bolus de corticothérapie, quand il y a une impossibilité d'hospitalisation. Le malade, il vit je ne sais où, on ne peut pas faire une hospitalisation, donc on est obligé de donner un traitement par voie orale, à type de Medrol, et on va donner 1 gramme. D'accord? 1 gramme de Medrol, c'est 10 comprimés de sang, n'est-ce pas? Et si c'est 16, il faut arriver jusqu'à 100. Ce sera un tas de comprimés. Donc, 1 gramme de Medrol pendant 3 jours, c'est 10 comprimés de sang en une prise le matin au milieu du repas.
Alors, le repas de matin, c'est-à-dire le petit déjeuner. Et puis, je vous dis quelque chose, si vous permettez. Celles sur qui sont avec le chewing-gum, enlevez-le, s'il vous plaît. Il me dérange, il me dérange. Donc, 1 gramme de médrol pendant 3 jours, c'est 10 comprimés de sang en une prise le matin, le petit déjeuner. Après, quand c'est une poussée mineure, c'est-à-dire il y a des cas où il ne nécessite pas du tout de traitement, donc sur le médrol, c'est pas la peine, mais si c'est une petite faiblesse musculaire, c'est pas grand-chose, ça gêne quand même, il marche mal, on peut donner, pour une poussée mineure, le cortencil à 20 ou solupréd à 20, en général 3 comprimés, donc le matin, 3 fois 2, 6, le matin, ça correspond à peu près à 1 mg kilo par jour. Si pèse, on va dire la moyenne c'est 60 kg, 60 fois 1, ça fait 60 mg, donc c'est 3 comprimés. Le solumédrol par exemple, ou de cortencil, pendant 3 jours, et là on donne pendant les 3 jours 3 comprimés, et on fait une petite dégression après. Les 3 jours qui suivent, ça sera 2 comprimés, les 3 jours qui suivent, 1 comprimé, on arrête. Alors que le bolus, on l'arrête au 3e jour. Voilà. Et ça, c'est une étude qui a été publiée dans le Lancet 2015. C'est vrai qu'en réalité, on le fait, je sais pas, moi de façon pratique, c'est surtout le bolus qu'on fait parce que c'est souvent gênant, n'est-ce pas? Le malade, s'il se présente chez vous, c'est que ça va pas, en général. Un petit déficit qui peut se permettre de rester à la maison, il ne va pas aller jusqu'à l'hôpital, jusqu'au médecin, etc. Les précautions à prendre maintenant, bien évidemment, comme toute corticothérapie, surtout s'il s'agit d'un bolus de 1 gramme ou plus, une surveillance de la température, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, parce que les contre-indications, on va le voir tout à l'heure, c'est essentiellement cardiovasculaire. Donc, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la tolérance digestive et psychique, la glycémie et le potassium. Bien évidemment, on fait toujours un ionogramme, et avant et pendant la surveillance. Le régime, on diminue le sucre, on diminue le sel, des traitements adjuvants, même si c'est 3 jours, on donne quand même, 3 à 5 jours, on donne quand même. Nous, ce qu'on a, c'est celui-là. Donc le Caligan qui existe en Algérie actuellement, c'est ce qu'on donne dans le service, n'est-ce pas? Et puis, en général, une cuillère suffit. Une cuillère à soupe pour l'adulte suffit. Ce n'est pas une corticothérapie au très long cours où le malade va entraîner, ça va. La corticothérapie, les corticoïdes font baisser le potassium, n'est-ce pas? Et font une rétention du sodium. C'est pour ça d'ailleurs que et ça peut entraîner aussi une hypertension par rétention hydrosodium. Donc si c'était au très long cours, oui, on donnerait la dose juste et pendant longtemps, mais ici une cuillère suffit. Donc, les effets secondaires, les bouffées de chaleur, l'insomnie, c'est-à-dire les effets secondaires, c'est immense. Comme effet secondaire, ce qu'on peut avoir. Je vous ai dit de l'ostéonécrose de la tête fémorale, de l'ostéoporose, des fractures, les tassements, les hémorragies digestives, les perforations, la tension, l'arythmie, l'HTA, tout. Enfin, c'est énorme comme effet secondaire qu'on peut avoir. Le goût métallique, les saignements, les psychoses, l'arythmie, et j'en passe. Les contre-indications maintenant, s'il y a une hypersensibilité, j'en ai jamais vu, ça peut exister, l'état infectieux, les viroses en évolution, bien évidemment, si quelqu'un a une hépatite, on ne va pas lui donner de la corticothérapie, c'est évident, n'est-ce pas? Hépatite virale aiguë, l'herpès, le varicelle, des états psychotiques qui ne sont pas contrôlés, et les vaccins vivants ou vaccins vivants atténués, qui risquent une maladie vaccinale généralisée, éventuellement mortelle, et l'allaitement. Les infections d'origine bactérienne? Non. Bactérienne, virale. C'est viral. Par exemple, la tuberculose, la corticothérapie, elle fait partie du traitement. N'est-ce pas? Le viral. Donc, parler d'un état infectieux. L'état infectieux, ça peut être bactérien. Oui, ça peut être bactérien. C'est-à-dire la fièvre déjà, même la fièvre en elle-même. Donc, c'est toute infection, quelle que soit virale ou bactérienne. C'est-à-dire que quand la contre-indication, moi je vous parle de contre-indication, comme effet secondaire ou comme la surveillance, la contre-indication, une hépatite, on ne peut pas se permettre. C'est pas viral. Après la corticothérapie, il y a les échanges plasmatiques. Et puis d'ailleurs, souvent, quand est-ce qu'on les donne? Les échanges plasmatiques, c'est plus astreignant, n'est-ce pas? On prend le sang du patient, le filtre et on va le lui remettre. Ça ne se fait pas n'importe où, n'importe comment. Maintenant, s'il y a une résistance à la corticothérapie, n'est-ce pas? C'est des poussées qui sont très sévères d'emblée, donc ça ne sert à rien de donner la corticothérapie parce qu'on sait pertinemment que ça ne va pas s'améliorer, n'est-ce pas? Je suis après la corticothérapie. On a fini avec la corticothérapie, maintenant on est dans des échanges plasmatiques.
Si c'est une poussée sévère ou qu'il n'y ait pas de réponse au bolus de corticothérapie, on peut aller vers les échanges plasmatiques. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on lui fait, le patient? Le traitement de fond, c'est pas pour les poussées. Le traitement de la poussée, c'est la corticothérapie et c'est les échanges plasmatiques, tout ce qu'il y a. On a tenté les échanges, les immunoglobulines, ça ne donne pas grand-chose. Les échanges plasmatiques, oui. Donc, et puis après, la prévention des complications du diabète, si les médecins au lit prolongé du vaccin, et puis une kinésithérapie douce, au respect des douleurs et de la fatigue, des bains froids. Bien évidemment, comme la chaleur augmente, elle augmente les manifestations de la sclérose en plaques. Ça favorise la déminimisation. Les bains froids, au contraire, c'est l'inverse. Les échanges, on prend le sang du patient, on filtre et il revient. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye des cas d'éliminer, voilà, malgré qu'on ne les connaisse pas. Dans la sclérose en plaques, contrairement au NMO par exemple, on n'a pas détecté d'anticorps ciblés, n'est-ce pas? Et pourtant, ça suppose que certainement ça existe et qu'on les trouverait. D'ailleurs, il y a un champ d'action dans ce sens, un champ de recherche. Ils sont en train de chercher des anticorps spécifiques. D'accord? Et je suppose qu'ils vont les trouver. Maintenant, ça dépend de la technique aussi. Et lors d'une poussée, on a dit que les anticorps se trouvaient au niveau central aussi. Comment ça se fait qu'il y a un soulagement au niveau plasmatique? Les anticorps, on a dit que les anticorps passent la barrière, ils sont Mais non, on n'a jamais dit anticorps qui passent la barrière. On a dit que c'était les lymphocytes qui passaient la barrière. C'était les lymphocytes parce que la stimulation elle est périphérique et que, comme on vous a montré dans la vidéo hier, le lymphocyte en question va traverser la barrière hémato-encéphalique et libérer des interleukines pro-inflammatoires et c'est ce qui cause l'inflammation. Mais on suppose qu'il y a certainement une immunité humorale aussi. Parce que, par exemple, pour ce qui est de l'ocrelizumab, c'est un médicament contre les lymphocytes B, contrairement à tous les autres, n'est-ce pas? Et ça donne des résultats magnifiques en plus. Ça veut dire qu'il y a certainement les lymphocytes B, ils ont un rôle de la transformation en plasmocytes, et eux-mêmes synthétisent des immunoglobulines aussi, qui sont des immunoglobulines monoclonaux. Ça veut dire qu'ils vont contre un antigène en particulier. C'est pour ça que ça a été difficile de les trouver, n'est-ce pas? Voilà. Et puis maintenant, le traitement de fond. Le traitement de fond, l'objectif, c'est la réduction de la fréquence et la réduction de la fréquence et de l'intensité des poussées. Ça veut dire que le traitement de fond, on donne pourquoi? Pour que ça récidive le moins possible. Et quand ça vient, c'est moins intense que d'habitude. N'est-ce pas? C'est ça un traitement de fond. Parce qu'on n'est pas dans le traitement curatif. Il n'y a pas de traitement curatif dans la sclérose en plaques. N'est-ce pas? Ni autre chose d'ailleurs. Un antihypertenseur, ce n'est pas un traitement curatif. Un antidiabétique, l'insuline ou les antidiabétiques, et tout, pratiquement. Une insuffisance cardiaque, est-ce qu'on a un traitement curatif? Une insuffisance surrénalienne, une hyperpara, c'est comme ça. Voilà. Donc les traitements curatifs, c'est rare. En dehors des parasitoses, des viroses, des mycoses et plus. Et encore, le sida, c'est un virus, mais comme c'est pas très bien. N'est-ce pas? Donc, prévenir la progression du handicap et l'arrêt ou la freiner quand elle est déclenchée, la progression. C'est-à-dire, voilà le vrai traitement. Et puis, améliorer donc la qualité de vie, qualité of life. Et pas de traitement véritablement curatif, évidemment, c'est parce que là, ça passerait par un traitement étiologique. Le traitement devrait être le plus précoce possible. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a remarqué que plus le traitement est précoce, c'est pour ça qu'actuellement, on traite les CIS, les syndromes cliniquement isolés. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une clinique, qui a une seule poussée, et on n'a pas du tout mis en exergue la deuxième poussée, que ce soit sur le plan clinique ou par l'IRM. On ne l'a pas fait, et pourtant ils traitent les CIS, et maintenant ils sont en train d'aller traiter les RIS. Ça veut dire radiologiquement isolé. Le malade n'a absolument rien du tout. On a découvert par hasard des images d'immunisation et ça correspond à critère, on la traite quand même. Voilà. Donc là, c'est un peu trop. Mais juste pour vous dire que plus on traite, et d'ailleurs, bien sûr, il y a des contraintes et des effets secondaires, ce pas des médicaments faciles, c'est des immunosuppresseurs, des immunomodulateurs, et donc ça entraîne énormément de complications, enfin beaucoup en tout cas, et certains ont été retirés à cause de ces complications des hépatites surveillées complètement, enfin un tas de complications. Et donc, c'est pour ça, regardez, comme il vous l'a montré le Dr. Khalfi hier,
Là, on est dans la disabilité, donc l'handicap. Et quand on traite, regardez avec le vert, l'intervention du diagnostic elle est précoce, le handicap il est beaucoup plus faible que si l'intervention elle a été plus tardive ou que s'il n'a pas du tout été traité. Ça veut dire plus on traite tôt et plus c'est mieux. Et ça se conçoit, logiquement ça se conçoit. Donc, regardez les médicaments qu'il y a eu des tas. Donc ça a commencé, on avait commencé par les interférents, d'abord au premier lieu, et puis là je vais vous montrer 3 parce que ça change. En réalité, la date où le traitement est sorti et quand est-ce qu'il a été approuvé ou pas. Et est-ce qu'il a été approuvé par la Food Drug Administration, l'agence l'américaine, ou par l'Agence européenne de médicaments. Voilà, parce que c'est ce qui existe. N'est-ce pas? C'est l'Europe, le monde c'est les États-Unis et l'Europe, n'est-ce pas, sur le plan scientifique. Voilà. Donc, à chaque fois, au fil des années, jusqu'en 2014, ça c'est les premiers, et puis jusqu'en 2018, et à chaque année, il y a un médicament qui sort. Ça, on a commencé par les injectables, en sous-cutané, en IV, en perfusion, et les voies orales aussi, n'est-ce pas? Et regardez aussi, là c'est la Food Drug Administration, et ça c'est l'Agence européenne des médicaments. Regardez, voilà, en pilule, ou en injectable, ou en sous-cutané, ou en IM, n'est-ce pas, jusqu'en 2018. Les derniers avec l'ocrelizumab, et la cladribine, le mavenclad, et le daclizumab, qui a été retiré de toute façon. Bref, aussi pareil, regardez certains no approved by USAFDA, par exemple, pour le daclizumab et la quinimod. Maintenant, par rapport aux modalités et les actualités thérapeutiques, ça change. Est-ce qu'on est dans une forme rémitante? Parce que c'est la forme rémitante qu'on traite beaucoup plus. La forme secondairement progressive ou la forme progressive secondaire, elle est difficile à traiter parce qu'au fond, nous, ce qu'on traite, c'est l'inflammation. Et donc, la composante dégénérative, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, eh bien, on ne la traite pas. C'est parce que c'est. On a tenté, et certains anti-inflammatoires, le daclizumab par exemple, on est en train de tenter, et ça donne un peu de résultats. Pourquoi? Parce que même quand il y a une atteinte composante dégénérative, il y a toujours un surplus de composantes inflammatoires associées. Voilà. Donc, les formes rémitantes avec les secondairement progressives occupent déjà 85%, n'est-ce pas? Alors que les formes progressives, Dieu merci, ce n'est que 15%. Donc, regardez, je vous ai mis ici, c'est-à-dire la stratégie maintenant du traitement. On connaît tous les traitements qu'il y a, et là, je ne vais vous parler que des interférents, parce qu'on les a en Algérie. L'interférent, la Vonex, le Rebif et le bétaférent, c'est ce qu'on a en Algérie. Et puis, je vais vous parler du natalizumab, qui est un médicament de deuxième ligne. Parce que c'est ça que vous allez rencontrer. La liste, elle serait longue, il faudrait une journée pour relater tous les médicaments. Donc, je vous ai mis, bien évidemment, il y a une stratégie de traitement. On ne va pas commencer par n'importe quoi. Donc, il y a des médicaments de première ligne. Là, les premiers, si ça ne donne pas, on va passer au deuxième. Si ça ne donne pas, on va passer au troisième. Bien évidemment, ce n'est pas accepté par tout le monde, n'est-ce pas? Comme on en parlait hier, par exemple, les Américains, ils traitent une angine streptococcique. Au lieu de la traiter, comme je vous ai dit hier, la concentration, comme chez les Européens, la concentration minimale est bénébitrice de la pénible pendant 10 jours, ça rapproche pas. Les Américains, en force, des Kraft, on donne 30 millions de pénicilline G, on stérilise le foyer d'infection, on est tranquille en une fois. Ça se conçoit aussi. Tant que le patient n'a pas d'insuffisance rénale, tout va bien, il n'y a pas de souci, pourquoi pas? Ça se défend. Ici, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a toujours l'école américaine notamment et les anglo-saxons en général, un peu les Allemands, les Anglais, les Germaniques, et ils disent que plutôt, au lieu de faire une escalade thérapeutique si ça ne marche pas, ça veut dire on commence par la première ligne, sinon la deuxième, c'est la troisième, non, on va vers le plus efficace. C'est tout. Sauf que chez nous, par exemple, ça ne se conçoit pas du tout, parce que moi je vais commencer avec le natalizumab, c'est le seul qu'on a de deuxième ligne, et si ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Je descends, ça ne marche pas. On n'en a pas non plus. On n'a que les interférents et l'intelligence, pas pour le moment. On les aura, Inch'Allah, bientôt les autres, quelques-unes. Mais ça veut dire que s'il y a un coût d'abord, et puis si ça ne marche pas, si un effet n'est pas toléré, s'il y a une complication, notamment la limpe dans le natalizumab, ça va être un gros souci. Qu'est-ce qu'on fait aux patients? Voilà. C'est pour ça que l'escalade thérapeutique, elle est justifiée. On commence par des médicaments qui règlent, comme les interférents, qui règlent à peu près 30%, n'est-ce pas? Ça diminue de 30%.
On commence par ça. Et il y a des patients, moi j'en parlais hier avec mes collègues, je leur ai dit que chez moi, par exemple, à Sétif, là où je suis, aucun de mes patients n'est passé à la deuxième. Aucun. Parce qu'ils vont bien déjà sous le médicament de première ligne. Comme ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que vous savez, les médicaments, ça dépend de sa susceptibilité génétique. Il y a certains qui sont plus réceptifs à tel traitement et d'autres plutôt à un autre. N'est-ce pas? C'est pour ça que l'avenir maintenant, c'est les traitements, qu'on appelle ça, personnalisés. Personnalisés. On fait une étude génétique de façon à voir, lui, il va répondre à tel antihypertenseur, l'autre non, un inhibiteur dans une conversion. L'autre, c'est plutôt un diurétique, etc. Comment on donne les traitements? Comme c'est un traitement qui est valable pour tous, c'est clair que c'est faux. De toute façon, l'avenir va vers les médicaments, les drogues personnalisées. Les drogues personnalisées, c'est comme ça. Et d'autant plus dans le sclérosant. Donc on a les recommandations de première ligne, on a les interférents, c'est ce qui est connu, c'est le plus ancien. Il y a un recul depuis les années 90, depuis 93, on les connaît très bien. On a du recul. C'est l'interférent de type AA, parce que les bêta, les gamma, par exemple, les nef, là au contraire, ils sont pro-inflammatoires. Mais les interférents bêta qui sont anti-inflammatoires, c'est des immunomodulateurs. Donc ils sont, j'allais dire, ils sont un peu doux, pas comme les grands immunosuppresseurs, n'est-ce pas? Donc les fibres de type AA, on a le Rebif et l'Avonex. L'Avonex, c'est une fois par semaine en intramusculaire, alors que le Rebif et le bêta-ferrant, le 1B, c'est une fois chaque 2 jours et c'est en sous-cutané. Et bien évidemment, comme pour les insulines, il faut changer de site à chaque fois, n'est-ce pas? Donc, l'acétate de glutaramère, le capilcopaxione, telflunomide global-duo, le déméthylfumarate et tecfidera et la quinbot. Tout ça, c'est des trucs de première ligne. L'ocrelizumab, qui est un nouveau médicament, tout ça, c'est pour les formes récurrentes et rémitantes. L'ocrelizumab, il a 2 indications. On le donne en première intention pour les recettes progressives et on peut les donner, vous allez le voir tout à l'heure, en première ou en deuxième intention pour les formes récurrentes. Donc maintenant, la stratégie, c'est l'escalade pour le moment chez nous, en tout cas en Algérie et dans les pays sous-développés, c'est l'escalade thérapeutique. On commence par un immunomodulateur et puis ça dépend de la forme, bien évidemment. Les immunomodulateurs, ils sont en train de les essayer, ça n'a pas donné grand résultat, mais il y a 2 autres études qui concernent les interférents dans des formes rémitantes, mais dans les formes progressives, mais pour le moment, c'est essentiellement les formes rémitantes. N'est-ce pas? Donc, et hors AMM, on donne l'azatioprine, c'est hors AMM, donc il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Et pourtant, ça s'utilise. Ça veut dire que chez nous, par exemple, quand un patient qui il est sous interférents, bêta, n'importe lequel, et ça ne va pas, parce que soit il y a un problème de tolérance, soit qu'il y a des anticorps neutralisants. Ça veut dire que le médicament reste un corps étranger, et l'organisme se défend en synthétisant des anticorps contre ce médicament. Et donc, à un certain moment, le taux augmente d'anticorps neutralisants, et l'effet du médicament s'annule. Pas? Et s'il s'annule pour l'un, il va s'annuler aussi pour les autres. Donc ça ne sert à rien de donner un autre interférent. Donc on passe à autre chose. Les autres, on ne les a pas. On pourra tenter par exemple le Celsep ou l'Imurel. N'est-ce pas? Ou le Méthotrexate. Donc maintenant, ou de première ou deuxième génération telle que l'ocrelizumab, et là, c'est pour la forme rémitante récurrente. Ça veut dire si quelqu'un ne répond pas à l'interférent, par exemple chez nous, on pourra, puisque l'ocrelizumab, on va l'avoir bientôt, l'Ocrevus, et on pourra lui donner, après, s'il ne répond pas aux interférents, on pourra donner l'ocrelizumab. Et puis après, la deuxième ligne, le daclizumab, ça y saute. Maintenant, on l'a enlevé pratiquement, vu les effets secondaires qu'il a présentés. Il a été enlevé en 2018 en raison des problèmes de santé. Donc, le fingolimod gynénien, on l'aura théoriquement aussi bientôt. Le natalizumab, c'est ce qu'on a en Algérie. Le Tissabri, c'est le natalizumab. Donc, en perfusion, IV, on a 300 mg chaque 4 semaines dans les formes récurrentes rémittantes en deuxième intention. D'accord? C'est-à-dire, s'il ne répond pas aux médicaments de première intention, on va donner le natalizumab en deuxième intention. Et c'est de cela que je vais parler tout à l'heure. Je vais un peu détailler. Donc, le cipinimod et puis le rituximab aussi. Mais, bien évidemment, le rituximab, c'est oral et dans les progressives aussi. Alors, tous les autres, c'est pour la forme récurrente rémitante. Là, je suis en train de vous parler de mélanger les tout en même temps, mais je les classe par classe et par première, deuxième et troisième. D'accord?
Donc, deuxième ou troisième ligne après, c'est la cladribine, le mavenclad de Merck. Il va être disponible aussi chez nous bientôt. C'est des comprimés. Et là, il a l'indication de la rémitante récurrente et de la progressive aussi. C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'on puisse traiter, j'allais dire convenablement aussi, dans l'avenir. Et les récurrentes, on n'aura pas que le tisabri et les interférents. D'accord. Donc, l'anentuzimab récemment, on l'a enlevé aussi, enfin, il est pour les mains. Pour l'agence des médicaments européenne, elle l'a stoppé parce qu'il donne des troubles cardiovasculaires importants. Donc pour le moment, il est très efficace. Je me souviens quand l'article est sorti dans le New England, c'était un boom. Alexandre Alasdair qui donnait un taux de rémission de 70%. Ça n'a jamais existé. C'est excellent comme médicament. Mais il se trouve que, en matière de médicaments, plus un médicament est puissant, plus ses effets secondaires le sont aussi. Le revers de la médaille. Quand je vois ça n'existe pas, malheureusement. Et puis après, le cyclophosphamide, l'endoxan, il est au RAMM aussi, et on l'utilise aussi en deuxième et en troisième ligne. Et puis, regardez ce qu'on a comme troisième ligne, la mitoxantrone, qui est très puissant, c'est un très puissant immunosuppresseur, n'est-ce pas? Et il a l'indication dans la forme progressive, donc il est excellent, il est puissant, il est compliqué, il est difficile, n'est-ce pas? Et puis, à la limite, si vraiment ça ne marche pas, on garde en général la greffe autologue. N'est-ce pas? On prend des cellules souches du patient qu'on développe et qu'on lui réinjecte. Et donc, on stérilise complètement sa moelle osseuse et c'est comme si on avait créé une aplasie médulaire complète et on lui regreffe ces cellules autologues parce que c'est les siennes. C'est elle ne vient pas de chez quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas de rejet en général, ou très peu, n'est-ce pas? Mais ils auraient oublié le conflit immunitaire qu'il y a eu, n'est-ce pas? Et ça donne dans certains cas d'excellents résultats. À l'ECTRIMS 2019, il n'y a pas longtemps à Stockholm, un Israélien il a présenté une série des résultats extraordinaires. C'est pas là que pour les formes progressives. Justement, l'idée, elle est... Bon, non, pour tout, si par exemple une forme de troisième ligne, ça répond à rien, on peut le faire aussi. Pour les récurrentes. Oui, pour les récurrentes. Et en plus, théoriquement, je vous ai dit, en réalité, même pour certains, pourquoi ne pas aller vers la greffe directement? Une fois pour toutes. Pourquoi attendre, donner un médicament qui va coûter très cher pendant des années, le handicap va s'installer au fur et à mesure, etc. Voilà, donc l'idée de l'induction et de l'escalade, elle est discutée dans le monde. D'accord? C'est-à-dire que ce qui se conçoit maintenant, actuellement, chez nous, en Europe en tout cas, c'est l'idée, l'Europe latine, je veux dire surtout beaucoup plus, c'est aller faire l'escalade, commencer par des immunomodulateurs de type interférent, aller vers d'autres, le gilénia, le fingolimod, mais ce qu'on a aussi nous, c'est le natalizumab, le tisabri, et puis aller vers la troisième, la cladribine maintenant, parce que la lentuzinab, il est parti, n'est-ce pas? Cyclophosphamide, il est au RAML. Il est disponible, mais il aurait même. Mais nous, je vous dis par exemple, là, au service, quand on n'a rien et que ça ne va pas, on tente le cyclophosphamide quand même. N'est-ce pas? Même s'il est au RAMM. D'accord? Voilà. Maintenant, dans les formes progressives, ce qui est tenté actuellement, je vais vous montrer quelques images que j'ai prises de l'ECTRIMS récemment. Elles sont de mauvaise qualité, mais c'est pas grave. Donc, c'est l'ocrevus qu'on va avoir. Et donc, le rituximab au RAMM aussi, n'est-ce pas? Et puis la biotine, il y a eu de grandes séries, ça a été longtemps discuté. La vitamine B8 aurait un effet très bénéfique dans certaines formes. Et puis, au RAMR, les immunosuppresseurs précoces ou en IV et des bolus, c'est ce qu'on faisait avant qu'il y ait cette panoplie, avant les interférents. Et on tentait, nous par exemple à l'HCA, à l'AJA en ce temps-là, quand j'étais résident, quand il y avait une forme progressive, on faisait des bolus menstruels de corticoïdes. Voilà, chaque mois. Et puis, la secondaire progressive, pour le moment, le ciponimod, mais pour certains, on a tenté aussi l'ocrelizumab et la cladribine. Et vous allez le voir, regardez, maintenant on les classe, regardez, là on est vers l'aggravation de l'efficacité, plus on va vers le haut et plus c'est efficace, mais là on va vers des effets secondaires et vers l'aggravation. Donc regardez, tous les premiers, le diméthylfumarate, le quimod, le glutamate, les interférents, le Bajio, ils sont là, ils ne sont pas vraiment très efficaces, mais ils sont safety en même temps, n'est-ce pas? Et plus on va vers le haut, et plus l'efficacité évidemment augmente, et plus les effets secondaires augmentent aussi. C'est comme ça que c'est fait. La pression, elle est par rapport aux interférents, elle est plus rapide par rapport aux autres. Donc regardez,
celle-là que j'ai tirée elle est récente, c'est le créduzumab et la cladribine. Certains ont essayé les interférents et ils sont en train d'essayer encore. Ils changent de dose, etc. Et puis, celle-là, elle est catastrophique pour les secondairement progressives et pour les primaires aussi. N'est-ce pas? Donc, c'est des essais qui sont en train de faire. Maintenant, comment on fait le choix d'un traitement de fond de première ligne? C'est qu'avec les immunomodulateurs, c'est-à-dire essentiellement les interférents, on les connaît depuis longtemps, depuis 95 maintenant, depuis 93 et 95, depuis le temps on les connaît très bien, on les a essayés sur je sais combien de patients, il y a une sécurité au long terme. Les nouveaux, et surtout les traitements Péros et les nouveaux, on ne les connaît pas très bien. Donc il y a encore un manque de données, c'est récent. Il y a ceux qui sont nés en 2018, on ne les connaît pas très bien encore, n'est-ce pas? Le projet de grossesse pour les deux, mais des effets indésirables pour les deux, et puis la contrainte de l'injection pour ce qui est de l'injectable. Là, l'avantage c'est que c'est d'une infiltration Péros, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et là, avec ces traitements-ci, il faut une surveillance biologique. La créatinine, la lactassate, etc. Donc, là, c'était juste, je ne vais pas détailler, mais juste pour vous montrer chacun où est-ce qu'il agit. Donc, regardez par exemple le natalizumab, il est le seul à agir ici. Ici, on est dans le système lymphatique superficiel de dehors, et là, au niveau du système nerveux central. Le natalizumab, il empêche que les lymphocytes se collent à la paroi de la barrière hémato-encéphalique et de pénétrer. Donc, même s'il y a un processus inflammatoire en périphérie, il ne va pas pénétrer au niveau du système nerveux central. Donc, certains qui agissent sont carrément comme ça en périphérie, et d'autres qui agissent à l'intérieur. Ça dépend qu'est-ce qui bloque comme interleukine, promédiateur, etc. Maintenant, on va parler de l'interféron bêta, parce que c'est ce que vous allez voir dans votre vie quotidienne avec les patients. Les 1A qui sont glycosylés, c'est le rebif à 22 et à 44 microgrammes, c'est 3 fois par semaine en subcutané, alors que la Vonex, c'est une injection en intramusculaire par semaine. Ça veut dire apparemment plus aisé. Mais nous, par exemple, ce qu'on fait, on donne le choix aux patients. Parce que finalement, c'est vrai que les labos, quand ils viennent présenter leurs médicaments, que ce soit la Vonex, le rebif ou le bétaféron, donc chacun il va vanter les mérites de son traitement, et c'est vrai qu'il y a quelques différences, mais qui ne sont pas fameuses. Finalement, tout compte fait, la réduction elle est de 30% pour tous, n'est-ce pas? L'un, il a des anticorps neutralisants plus que l'autre, par exemple. Par exemple, pour le bétaféron, on dit qu'il a le plus effet immunogène. Alors que finalement, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il peut être réversible, et à la longue, ça n'a jamais été prouvé. Donc, pour vous dire clairement, même quand on va dans les détails, to summarize the question, c'est pareil. N'est-ce pas? Maintenant, moi personnellement, je donne le choix au patient. Je lui dis que les trois sont pareils. Maintenant, est-ce que vous préférez l'intramusculaire une fois par semaine, ou plutôt, chacun il a ses petits détails. Hein. Par exemple, pour l'intramusculaire, l'effet local d'allergie, de lésion cutanée, il est beaucoup plus important, n'est-ce pas? Ça dépend. Donc, il y a des... Et puis, quand ça ne va pas avec l'un, on peut aller changer vers l'autre aussi, s'il y a un problème de tolérabilité. Et là, le bétaféron, c'est comme le rebif, c'est tous les 2 jours en subcutané. Donc, l'efficacité en somme, elle est de 30%. D'amélioration de la fréquence et de la sévérité des poussées, et il diminue l'activité à l'IRM. Donc c'est déjà ça. Sans effet par contre sur la durée de la poussée, n'est-ce pas? Là c'est des corticoïdes qui vont agir sur la durée de l'effet, et sur les symptômes entre les poussées et sur la progression de la maladie. Finalement, c'est vrai qu'on réduit de 30% des poussées, mais la progression est la même chose, avec ou sans. Donc, au fond, est-ce qu'on ne va pas vers un autre qui est plus sérieux? Donc, les contre-indications, bien évidemment, les plus importantes, c'est l'hypersensibilité toujours, et qui dépend de la voie d'injection, mais les dépressions graves et l'épilepsie, qui n'est pas contrôlée. Là, on ne peut pas donner, n'est-ce pas? L'allaitement, la grossesse au début, on disait que non, complètement. Maintenant, ça c'est en train de changer. Et pour le moment, si par exemple une femme, elle est sous interférent, qu'elle tombe enceinte, on la laisse avec le traitement. Et puis les effets secondaires, essentiellement les réactions inflammatoires locales et le syndrome pseudo-grippal, c'est ce que vous allez rencontrer le plus. Le patient, c'est pour ça qu'on adjoint systématiquement, pratiquement, du paracétamol avec. Voilà. Et on explique aux patients qu'il n'y a rien de méchant, ce sera un syndrome pseudo-grippal qui va disparaître dans quelques temps. Voilà. C'est ce qu'il y a lieu de retenir. Les réactions locales, inflammatoires et le syndrome pseudo-grippal. Et donc,
comme il y a d'autres anomalies qui sont bien évidemment rares, pour la surveillance, on fait toujours une NFR, une transaminase et même une créatine pour vérifier. Le Tysabri maintenant, le natalizumab, c'est un médicament de deuxième ligne, c'est un anticorps monoclonal qui est puissant, n'est-ce pas? Et s'il est puissant, donc il est quand même deuxième ligne, il va avoir un effet secondaire majeur, bien évidemment. Donc, c'est une sclérose en plaques d'emblée très active, ça veut dire que finalement, quand c'est une sclérose en plaques qui n'est pas très active, on peut commencer par un interférent, d'accord, l'un des interférents. Mais si ça ne répond pas, il faut aller vers un médicament de deuxième ligne. Mais si, même d'emblée, avant d'essayer l'interférent, ça ne va pas. Et c'est une MS qui est très active, avec une charge d'isolant très importante, très handicapante. On ne va pas donner l'interférent. On ne va pas commencer, on va directement vers la deuxième ligne. Elle est sévère, n'est-ce pas? Donc on fait une perfusion chaque 4 semaines, en milieu hospitalier, impératif. Là, il n'y a pas, c'est pas le bonus, hein. D'accord, disponible donc depuis 2007 en France. Surveillance, risque d'allergie évidemment, surtout deuxième, troisième perfusion. Et il y a une excellente tolérance. On n'a jamais eu de souci de tolérance avec le Tysabri. Dans notre expérience. Et généralement, même dans le monde, il est bien toléré. Sauf que, il y a un risque de lymphe. La lymphe, c'est la leucoencéphalopathie multifocale progressive. Ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que le patient, il a un conflit immunitaire, n'est-ce pas? Quelque part. On ne sait pas comment il se déclenche. Il se déclenche, on est certain, en périphérie, pas au niveau du système nerveux. Le système nerveux, ce n'est qu'une conséquence. Là, ça se passe ailleurs et ça vient au niveau du système nerveux. Et ça ne touche que le système nerveux. Bizarre. Bref. Donc, on sait que finalement, le maladie a une perturbation immunologique. On va donner un immunosuppresseur. N'est-ce pas? Donc, quand on fait baisser l'immunité et le malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Particulièrement avec le natalizumab, il peut réactiver, il peut s'infecter. Parce que quand le sida, par exemple, le malade il est sidéen, on va le mettre sous immunosuppresseur, il va développer toutes les affections opportunistes du monde. Et il mourra en raison d'une grippe, par exemple. Des affections qui ne sont normalement pas délétères chez une personne normale, immunocompétente. Mais une personne qui a une immunosuppression, quand on la met sous natalizumab, par exemple, donc on fait diminuer complètement l'immunité, les infections opportunistes sont là. Soit qu'il y a une réaction, parce que la majorité des gens ont fait une infection au JC avant, qui passe inaperçue, n'est-ce pas? Et donc, à l'occasion de l'immunosuppression, parce qu'il est fort, le natalizumab, il va entraîner une immunosuppression, il y a une réactivation d'un virus JC ancien, où il va attraper le virus JC pour la première fois, n'est-ce pas? Donc, et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un tableau qui ressemble à une sclérose en plaques fortement, et même à l'IRM. Bon, bien évidemment, chez les spécialistes qui connaissent, à la phase aiguë, il y a des gens spécialisés dans ça. Il y a eu même une chez nous qui a été formée à Mustapha, qui ne fait que ça maintenant. Ça veut dire que s'il y a le moindre doute, quelqu'un qui laisse sur natalizumab, et tellement les gens qui sont sur natalizumab ne feront plus de poussée, tellement c'est efficace, juste dans les premières dizaines d'années. Et donc, quand il y a soi-disant une poussée, c'est toujours, toujours, jusqu'à preuve du contraire, c'est d'abord une lymphe. Donc, natalizumab, Tysabri, il est bien, il va très bien, le maladie s'améliore. S'il fait, soi-disant, une poussée de septe, c'est une lymphe jusqu'à preuve du contraire. Et la lymphe, elle est mortelle, n'est-ce pas? Alors au début, maintenant, il y a de mieux en mieux de traitements, mais elle est compliquée comme pathologie, elle peut emporter le patient, n'est-ce pas? Donc, elle va entraîner une déminimisation infectieuse dans ce cas, puisque le JC il est réactivé. John Kinnigan, ça c'est le premier patient chez qui elle a été découverte. Et il avait un Hodgkin, il était mis sous immunosuppresseur, un anglais, et donc ça a installé une lampe, n'est-ce pas? Et ça a été appelé de son nom, le nom du patient. Donc, ça a entraîné une déminimisation, mais elle n'est pas immune, elle est infectieuse, n'est-ce pas? Subaiguë du système nerveux central, et ça cible particulièrement les oligodendrocytes. C'est pour ça que ça va donner une déminimisation. L'oligodendrocyte, je vous ai dit, par son prolongement, il va s'enrouler autour de l'axone, et c'est ce qui donne la gaine centrale, la myéline centrale. Donc, au contraire de la poussée de la sclérose en plaques, ici, dans la lymphe, on a une fièvre. Vous parlez de poussée infectieuse. Oui, infectieuse mais sans fièvre. Pourquoi fièvre? Vous savez, en matière de système nerveux central, la fièvre n'est pas...
Et tout ce qui se passe au niveau du système nerveux en général, c'est très différent de ce qui se passe ailleurs. N'est-ce pas? Même processus inflammatoire, infectieux, mais il n'y a pas de fièvre. Donc, infection ou réactivation du virus C, elle peut être souvent très grave et potentiellement mortelle. Et donc, le patient, il a une infection opportuniste qui est naturelle, on va dire, et qui est asymptomatique chez un sujet immunocompétent. Elle est favorisée, bien évidemment. Quand on est sous natalizumab, maintenant, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a comme signe? Toujours quand on met un malade sous natalizumab, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il a reçu, avant le natalizumab, un immunosuppresseur ou pas? N'importe lequel. Pour n'importe quelle autre raison. Pour une polyarthrite rhumatoïde, pour n'importe quoi. Ou un lupus. Le fait qu'il soit sous immunosuppresseur, qu'il ait été mis sous immunosuppresseur, c'est un mauvais facteur. C'est un des signes qui va favoriser qu'il développe une lampe après. Donc, le traitement immunomodulateur qui va entraîner une suppression. Maintenant, qu'est-ce qui va... Parce qu'il y a 3 facteurs, je vais les dire tout à l'heure. Mais en tout cas, qu'est-ce qui peut donner? Il n'y a pas que le natalizumab. Ça a commencé avec le natalizumab pour ce qui est des médicaments de la CEP, puisque la LEMP, elle est connue ailleurs, hein, dans le sida, dans les autres cancers. Il n'y a pas que ça qui fait la LEMP, n'est-ce pas? Donc, le natalizumab, le diméthylfumarate, le fégolimod, l'ocrelizumab, l'alemtuzumab, le daclizumab, et à chaque fois on découvre, même l'interféron bêta-1 alors qu'on l'a essayé depuis très longtemps et on le connaît depuis les années 90 et ça a entraîné quand même, ça veut dire, même si c'est un immunomodulateur, ça a pu affecter et donner une lampe quand même. Bien évidemment, pas comme les médicaments puissants, les immunosuppresseurs, mais ça peut donner quand même. D'accord? Peut survenir, regardez, parce que la lampe du natalizumab, elle est un peu spéciale. Ce n'est pas comme une lampe, par exemple, d'un sidéen. D'accord? Il y a des différences cliniques et radiologiques subtiles. Donc, elle peut survenir jusqu'à 6 mois après l'arrêt du natalizumab. Ça ne veut pas dire parce qu'on l'a arrêté maintenant que si maladie présente après, c'est certainement une poussée. Non, ça pourrait être même des 6 mois après l'arrêt du traitement. Voilà, donc il faut faire attention. Là, c'est important par rapport à la pratique. Ça veut dire, si oui, ça veut dire que ça peut se prolonger après. Si quelqu'un, il vous dit, j'ai été sous natalizumab, et il l'est toujours, c'est problématique. S'il fait soi-disant une poussée, c'est certainement une lame. Probablement, très probablement jusqu'à preuve du contraire. Et donc il faut qu'on fasse le virus JC, il faut qu'on fasse la sérologie, on va regarder ce qu'il est sous immunosuppresseur ou pas. Et bien évidemment, ça a été très bien étudié par l'équipe de Biogène, de façon à ce que leurs médicaments puissent fonctionner. Et donc au début, on disait JC positif, et après on titre maintenant. On fait le titrage, il est à combien? Il y a tout un tableau, je l'ai fait puis je l'ai enlevé pour ne pas vous encombrer. Est-ce qu'il est il a été mis sous immunosuppresseur ou il est sous immunosuppresseur? Est-ce que le JC est positif ou pas? Il est positif à combien? Et à chaque tour, on va dire, est-ce qu'il peut faire une lampe de façon très peu risquée, moyennement risquée ou hautement risquée? Est-ce qu'on peut quand même garder le traitement ou pas? Donc c'est très étudié, c'est fin, c'est détaillé. D'accord? Et puis après, le risque global. Maintenant, globalement, c'est 3,7 en réalité, mais ça dépend du stade. Ça dépend des stades. Surtout, le risque de natalizumab, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, vous allez le voir tout à l'heure, il est d'autant plus important, le titre, il peut augmenter, mais c'est surtout après 2 ans de natalizumab. C'est pour ça que, quand on fait 2 ans, on est obligé de voir est-ce que le JC est positif ou pas. Et souvent, avant le natalizumab, on dose le JC déjà pour voir. Donc il y a l'idée que la durée du natalizumab c'est 2 ans, le fait qu'il est sous immunosuppresseur ou pas, est-ce qu'il a été mis sous immunosuppresseur ou pas, et est-ce que le JC est positif ou pas. D'accord? Donc, et ces fonctions justement de la sérologie JC, de la durée d'exposition au traitement, le plus haut risque c'est au-delà de 2 ans. Donc un patient qui est sous 2 ans, il va très bien, et vous savez tellement nos patients qui sont, moi je n'ai pas, parce qu'ils vont très bien sous interférents, mais on a quand même beaucoup de patients qui sont sous natalizumab, ils ne veulent pas arrêter. On leur dit, écoutez, maintenant on est à 2 ans, il y a un gros risque que vous ayez une lampe qui est mortelle, et bien ils nous disent, c'est pas grave. Je suis tellement bien, ils ne veulent pas arrêter le traitement. D'accord? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir, est-ce qu'on va statuer? Il a pris des immunosuppresseurs, combien d'années il a pris le natalizumab, et le JC est à combien? La titration.
Et on a des tableaux pour dire que voilà, il y a le risque. Et puis, quand le risque il est très important, bien, on surveille de proche en proche. Ça veut dire on va faire une IRM au lieu de chaque 6 mois ou chaque année, ça va se faire chaque 3 mois. Sinon, quand le risque est très élevé, chaque mois. Et là, on va voir, on va détecter les tout petits signes, comme ça, un petit signal, un tout petit sur le plan IRM, et on est sûr que c'est une lampe qui commence. Et on traite rapidement, et l'amélioration, elle est bonne. Le malade guérit. N'est-ce pas? Quand on la détecte, elle est asymptomatique. Et on poursuit le traitement, même si on... Oui, on poursuit. On traite pas Oui. même si on- Non, mais s'il y a une lampe, ça y est. S'il y a On une ne peut lampe, plus ah, continuer. non. S'il y a une lampe, arrête. Mais juste ça, je vous dis, le suivi strict par rapport aux anticorps, à la sérologie et l'IRM, qui va devenir de plus en plus proche, de façon à détecter les plus petits signes, le JC s'il augmente, et on traite rapidement, on arrête et tout va bien. Donc, la sérologie JC au niveau du sang, détecter les patients exposés au virus. S'il est négatif, il n'y a pas de risque. Si le JC est positif, le risque est à 3,7 en gros, à 4 on va dire, mais ça dépend des stades, ça dépend de la titration exacte. Donc, ça peut se manifester essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un patient qui est sous natalizumab, ou qui était moins de 6 mois sous natalizumab, qu'est-ce que vous devez chercher comme signe? Parce que ça ressemble au fond à une sclérose en plaques. C'est des démyélisations un peu partout, ça peut donner n'importe quel signe, effectivement comme la sclérose en plaques, mais comme ça peut toucher la substance grise, là c'est quand même différent. Même la CEP, elle peut toucher la substance blanche qui est dans la substance grise, n'est-ce pas? C'est un peu différent. Mais là, on va avoir un trouble cognitif, un trouble du comportement. On vous dit, c'est un signe important. ما سلمتش على عمها alors qu'elle l'adorait, ما جاب النساء ما حطتش قهوة وش بيها الطفلة, elle a changé d'humeur, elle a changé de comportement. C'est un signe qui est très important. Donc, et les troubles cognitifs, les pertes de la mémoire, le trouble du langage et surtout les crises comiciales. Comme ça peut toucher la substance grise et la substance grise corticale, le cortex, et la substance grise centrale, c'est-à-dire les noyaux gris centraux. Donc là, on voit bien que cliniquement déjà, il peut y avoir une différence. N'est-ce pas? On va aller, mais ils ne sont pas là toujours, le hic de l'histoire, c'est qu'ils ne sont pas toujours là. Donc il faut aller surveiller. Si le JC est élevé positif, s'il a reçu un immunosuppresseur, si ça date de plus de 2 ans, il faut aller chercher des petits signes IRM. Et dès qu'on les trouve, même un tout petit signe, un point, mais il est presque pas pathognomonique, mais il oriente vers une sclérose en plaques, vers une lampe, on arrête le natalizumab rapidement et on traite rapidement et tout va bien. Donc, l'intérêt de l'IRM est suivi dans le dépistage des complications. Premier symptôme difficile à distinguer du CDC. L'IRM, on va trouver des lésions étendues bilatérales asymétriques de la substance blanche, sous-corticale des lobes occipitaux et pariettaux. Une atteinte de la substance grise est possible, et même pour certains, elle est fréquente, pas que possible, elle est même fréquente, au niveau cortical et au niveau des noyaux gris, et puis pour d'autres qui font des séries. Parce que là, comment on peut savoir? Quand c'est une maladie qui n'est pas fréquente, quand c'est une complication qui n'est pas fréquente. Et c'est le cas des maladies rares aussi. Il faut recueillir le maximum de par le monde pour voir ce qui est rattachable à la pathologie en question. N'est-ce pas? Pour une série japonaise, ils ont trouvé qu'en sous-tentorienne, elle est quand même à 40%. Presque un cas sur 2. N'est-ce pas? Donc quand on trouve ces signes, on va aller vers l'IRM pour aller vers les petits signes qui orientent vers la lampe, on arrête le traitement. Donc dès qu'on découvre la lampe chez un patient asymptomatique, c'est 100% de guérison. Il guérit, il est asymptomatique, on sait que c'est une lampe, on arrête le traitement. Il guérit le patient. Le pronostic, il dépend donc de la précocité du diagnostic. N'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant, au début, quand la lampe s'est installée, c'était un calvaire. C'était une grosse déception, c'était un gros problème de par le monde. Les autres, ils ont commencé à chercher encore d'autres traitements. Mais maintenant, on arrive à gérer et vraiment maîtriser la lampe. Ça veut dire, le médicament, il est tellement bon qu'on se dit, c'est pas grave, on le laisse, mais on le surveille. Voilà. Et dès qu'il y a un souci, on diagnostique rapidement, on fait la sérologie. Et là, actuellement, en Algérie, on peut le faire. C'est-à-dire en collaboration avec le laboratoire Biogène. Dès qu'on a une suspicion, on appelle rapidement, le prélèvement est envoyé en Allemagne et on a le résultat rapidement par mail. Voilà.
Et donc, quand on a de bons radiologues aussi, ou de bons cliniciens qui font de la radiologie que pour la limbe, c'est parce que c'est tout un domaine, voilà, ils détectent l'IRM le plus tôt possible, n'est-ce pas? Et ça guérit et on gère la maladie. Donc, on arrête le natalizumab, on peut faire des plasmaphérèses, mais les plasmaphérèses pour la limbe du natalizumab, pas pour les autres, pas pour toutes les limbes, n'est-ce pas? Mais pour le natalizumab, si. Ça se fait avec. Elle est comme un sétif, on n'a pas. Nous, on n'a pas. Et le En urologie, on a les freins. Non, pardon, la néphrose. Comment ça se passe? Par épuration, c'est une épuration. Oui, oui. C'est-à-dire comme c'est... Et il y a encore autre chose. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Ben, allez, je vais vous le dire quand même. Je ne comptais pas vous encombrer avec ça. Mais ce qui se passe avec le natalizumab, c'est que je vous ai dit, il y a un système de dysrégulation immunologique, n'est-ce pas? On va donner un immunosuppresseur. On va diminuer l'inflammation. Et puis qu'est-ce qui arrive après? Le fait qu'il y ait une limbe. Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle l'iris. Ça veut dire le syndrome de reconstitution immunitaire. Là, il faut le diagnostiquer. C'est pas facile non plus, n'est-ce pas? Donc il y a un diagnostic différentiel. Pousser limbe avec iris ou iris tout seul. Voilà, pour faire la différence. C'est pour vous dire qu'il faut des gens spécialisés pour ça. D'accord? Donc, on donne aussi des antirétroviraux parfois parce que finalement, c'est une encéphalopathie virale qui a donné. Et puis, certains traitements expérimentaux, quand on les a, on peut les tenter. Maintenant, je voulais juste vous parler de la vitamine D. C'est qu'il se trouve que je vous ai dit que, là, quand on a fait l'épidémiologie, que voilà, il y a la sclérose en plaques, elle est plus fréquente dans certains endroits plutôt que d'autres, et vraisemblablement, puisqu'on est par rapport aux latitudes, donc la lumière est liée pour quelque chose, n'est-ce pas? Et la vitamine D, on a remarqué que le taux de vitamine D est particulièrement bas dans la sclérose en plaques. Et on a confirmé que la vitamine D a un pouvoir anti-inflammatoire, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand l'idée s'est propagée, il y a eu beaucoup d'études, et puis on commençait à donner systématiquement de la vitamine D avec le traitement de fond de la sclérose en plaques, n'est-ce pas? Et donc on donnait, puisque nous on n'a que des ampoules de 200 000 unités, donc on faisait un dosage de la vitamine D, on donne 200 000 unités buvables, donc les ampoules injectables, mais ils sont buvables aussi, donc il les prend, et on les donnait chaque mois jusqu'à la normalisation du taux de vitamine D. Et une fois que le taux de vitamine D est normal, il fallait que le patient prenne une ampoule chaque 4 mois à vie. N'est-ce pas? Même s'il est normal. Même s'il est normal. Parce que même le taux normal fait un c'est quoi ça, un taux normal? Nous, on n'a pas le même taux normal que les Caucasiens, que les Africains, c'est pas la même chose. Et en plus, on a remarqué que finalement, depuis des centaines de décennies et des décennies, chez l'homme, de plus en plus, le taux de vitamine D diminue dans la planète. Donc, il va falloir détecter c'est quoi le taux normal déjà de vitamine D. C'est déjà problématique. Donc, on ne sait pas au fond, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a le joint systématiquement. Pour la vitamine D, j'ai discuté avec professeur de chimie. Elle m'a dit qu'on peut pas doser la vitamine D après prise de 3 mois après l'arrêt de la prise. Donc on ne peut pas voir si elle est normale si on n'arrête pas les 3 mois de dose. Donc elle a fait 6 à 12. Comment ça va? Non. Mais comme le patient, il va le prendre. Il va prendre. Non, on s'en fout. Même si c'est une année après. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on va donner jusqu'à ce qu'elle se normalise. Même si elle va se normaliser, par exemple, théoriquement, elle va se normaliser dans 6 mois. Nous, on complète. Même si elle est normale maintenant. Mais on continue jusqu'à 6 mois, par exemple, on va refaire le prélèvement et on va trouver qu'elle est normale aussi. Même si elle s'est normalisée avant. Ça ne change rien. C'est-à-dire le dosage de la vitamine D. Le dosage de la vitamine D après la prise de la vitamine D, il faut qu'on doit faire un arrêt de 3 mois pour pouvoir la doser. Sinon, on va doser la dose qu'on a eue, les prises qu'on a eues. Oui. Donc on doit arrêter d'abord 3 mois pour voir si elle s'est normalisée non, ou pas. Non, c'est différent. Vous, par rapport à ce cas, vous voulez écarter une carence en vitamine D. Nous, c'est pas ça qu'on veut. S'il y a carence, on voudrait juste que ça redevienne normal. 3 mois ou 6 mois, on s'en fout.
Et même quand elle est normale, on continue à donner. Et on ne va pas s'arrêter chaque 4 mois à vie. Vous voyez, ça change tout. Et là, ce n'est pas la normalité. C'est-à-dire que même si le sujet a une valeur normale, on va lui donner de la vitamine D chaque 4 mois à vie. Vous voyez? Pourquoi on fait le temps? On peut ne pas le faire. On peut ne pas. C'est-à-dire pourquoi? En réalité, pourquoi on le fait? C'est pour ça connaître combien il faut donner. Parce que s'il est déficitaire, il faut bien qu'on arrive à la normale. Et puis, le déficit, il est très fréquent, comme dans toutes les maladies auto-immunes d'ailleurs. Le rôle de la vitamine D dans les processus anti-inflammatoires de la sclérose en plaques, l'intérêt de la supplémentation, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, juste un petit mot sur l'autogreffe. Elle est réalisée depuis l'autogreffe, contrairement à l'allogreffe, depuis 1995, il y a à peu près 300 cas. Je ne suis pas sûr de la valeur exacte maintenant. Je l'ai la communication du juif avec, de l'israélien. Je ne sais pas noter, je ne sais pas. Mais ça va être à peu près comme ça, ou un peu plus maintenant. C'est pas grave. Et puis, dans les formes souvent très sévères, ça veut dire parce que vous savez, vous avez vu que l'autogreffe, c'était le stade ultime. Il n'y a pas plus que ça. Parce qu'on enlève toutes les cellules immunocompétentes, on fait une aplasie médulaire et on redonne aux patients parce que les cellules souches, elles n'ont pas été contaminées 10 ans. Elles n'ont pas été en contact avec l'antigène qui a causé, qui a déclenché la maladie en périphérie. N'est-ce pas? Parce qu'on a pris ces cellules souches, qu'on a développées dehors et qu'on a réinjectées dans la moelle osseuse. C'est comme un sujet neuf, on va dire. C'est comme si c'était un bébé. D'accord? C'est génial comme idée. Donc, et on va passer maintenant rapidement, c'est simple parce que l'essentiel c'était ça. Et bien évidemment, pour vous, juste même si je quitte à reprendre et à me répéter, ce qui est important, c'est de connaître la poussée et de la traiter. N'est-ce pas? Le traitement, c'est essentiellement le bolus de Solimédrol, 1 gramme, 3 jours. Pendant 3 jours, à faire passer en 3 heures. Bien évidemment, faire un petit bilan avant, n'est-ce pas? Et surveiller après. On connaît les contre-indications quand c'est contre-indiqué. Et c'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte, bien évidemment. N'est-ce pas? C'est pas contre-indiqué. Oui, oui. C'est sûr, les corticoïdes, on les donne le matin. Le cycle général, il y a, c'est vrai, un petit pic vers, ça dépend, en hiver ou en été, un petit pic vers 17h en hiver, je crois, et un peu plus tard en été, mais le plus grand pic, c'est le matin, pour qu'on puisse être en forme le matin. On va lui donner le soir, elle va faire une insomnie, non, on préfère le matin, n'est-ce pas? Et donc, et puis les traitements de fond. Dans le traitement de fond, chez nous, c'est les interférents, quel que soit le type d'interférence, c'est à peu près 30%. Mais la préférence, on la laisse aux patients. Moi, personnellement, je ne sais pas comment pour les autres. Mais en tout cas, est-ce qu'ils préfèrent l'intramusculaire, une injection 1 fois par semaine, ou les subcutanés chaque 3 jours? Un jour sur 2, 3 fois par semaine. D'accord? C'est tout. Et bien évidemment, contrôler après, parce qu'à un certain moment, il y a d'autres complications. Il y a, comme je vous ai dit, les NAB, les anticorps neutralisants. C'est possible aussi, on les dose. Si on voit que la réponse s'affaisse, il y a peut-être des anticorps neutralisants, n'est-ce pas? Et donc on vérifie, à chaque fois quand quelqu'un il est mis, on va voir après combien il fait de poussée pour juger est-ce qu'il faut passer à un médicament de deuxième ligne ou pas, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant pour les traitements symptomatiques, il ne faut surtout pas les négliger, ne doivent pas être sous-estimés. On a l'impression que c'est rien, mais dans la qualité de vie du patient, elle est importante. Et puis ma foi, il a un problème, et on doit le régler, n'est-ce pas? Comme on peut. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir le patient? La spasticité. La spasticité, on va donner des antispastiques, n'est-ce pas? La spasticité, c'est quoi? La spasticité, c'est que quand quelqu'un il a une atteinte pyramidale, le faisceau pyramidal, c'est le faisceau de la motricité volontaire, n'est-ce pas? Alors que l'extra-pyramidal, le faisceau de la motricité extra-pyramidale. Lui, l'extra-volontaire, l'involontaire. Et puis il y a le réflexe, n'est-ce pas? Le faisceau pyramidal, quand il est touché, parce qu'en réalité, si on revient à l'essence même du faisceau pyramidal, finalement, l'humain, qu'est-ce qui le caractérise? L'humain, qu'est-ce qui le caractérise des autres? C'est la position érigée, la position debout, la pince, très important. Qui peut faire ça? Qui peut aller mettre un fil dans le chat de l'aiguille, qui peut aller coudre, mettre l'aiguille dans le trou on appelle ça, du bouton. C'est fin. Un poisson peut-être. Qui? Même pas le chimpanzé. Le chimpanzé, il a une main seignесque, c'est lui le plus proche de l'humain, il a le pouce et la main dans le même plan. Nous, non. Regardez notre main comment elle est. Regardez dans l'espace. Et donc, la pince, c'est ce qui caractérise l'humain. Les fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles, le jugement, l'autocritique, l'affection, la notion du bien et du mal,
c'est ce qui nous caractérise. La position debout et la base, c'est ça l'humain, n'est-ce pas? Et donc, quand le faisceau pyramidal est touché, réellement, ce n'est pas un déficit moteur qu'on va retrouver. Le déficit moteur il n'est que obligatoire, il est secondaire. Dans le sens où, finalement, le faisceau pyramidal, c'est quoi son rôle? C'est le mouvement fin des extrémités. C'est le mouvement. Le reste, il est automatique. Quand moi, je veux faire quelque chose comme ça, regardez tous les gestes que j'ai faits, tous les mouvements que j'ai faits. Ça, c'est extrapyramidal. C'est automatique. Moi, je ne veux pas réfléchir, il faut que je prenne ça, il faut que je fasse une flexion. Je ne réfléchis pas. Moi, je réfléchis à ça. Le reste, il tombe dans l'extrapyramidal, n'est-ce pas? Dans l'automatique, n'est-ce pas? Donc, en réalité, quand on a une atteinte pyramidale, d'ailleurs, l'AVC, quand un AVC, il est comme ça, il est en hypertonie, il peut récupérer, mais il récupérera, quand l'atteinte est sévère, il ne récupérera jamais le mouvement fin des extrémités, n'est-ce pas? Donc, quand le patient, son faisceau pyramidal fonctionne. Quand il fonctionne, ça veut dire que le faisceau pyramidal, il est essentiellement inhibiteur. Il est inhibiteur. Ça veut dire que nous, quand on est né, dès que notre système nerveux est formé, le faisceau pyramidal, il est là, parce qu'on a des logiciels dans notre système nerveux central, de façon à ce que, quand on veut bouger, tout bouge en même temps. Et le faisceau pyramidal est là pour aller. Et donc, quand le faisceau pyramidal est inhibé, lui qui est inhibiteur, il y a une levée de l'inhibition. Une levée d'inhibition. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. N'est-ce pas? Il y a une levée d'inhibition. Et qu'est-ce qui se passe? On aura une hypertonie gamma. Bon, ça c'est. Pour l'expliquer, c'est magnifique, l'année. Mais bon, la résultante, on aura une hypertonie gamma, et donc il va y avoir une hypertonie. Ça veut dire, le malade, il a un tonus, on va voir quand on fera l'examen neurologique cet après-midi, il y aura une hypertonie qui va prédominer sur les adducteurs, les rotateurs internes du bras, les fléchisseurs du coude, fléchisseurs du poignet, des doigts et une pronation de la main. Alors qu'elle va prédominer en extension sur le membre inférieur, et le malade il va marcher comme ça, il va faucher d'un côté, et ça sera des moments de circonduction du membre inférieur, parce qu'en extension, le membre est plus lent, parce qu'il est en extension, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'hypertonie surtout. Quand on dit que le patient il a un déficit, ça va être l'inverse. C'est parce qu'on a une hypertonie. Quand on a une hypertonie des fléchisseurs, on va avoir un déficit des extensions, c'est évident. N'est-ce pas? Mais en réalité, c'est l'hypertonie qui est importante dans la tête pyramidale. Ce n'est pas le déficit. D'accord? Et donc, quand le malade il est spastique, c'est ça la spasticité. Et allez revoir Rosemary Hamidaji. Alors, quand on le niveau du précis, c'est mieux les quatre, parce qu'on n'aura pas le temps, on va me dire que j'ai trop tardé. Donc, allez voir Rosemary Hamidaji par rapport au caractère sémiologique de l'hypertonie. Mais en tout cas, c'est une hypertonie qui est croissante, bon, bref, etc. Sinon, je vais détailler. Donc, le malade, il est en hypertonie. Et si le malade il est en hypertonie, il faut lutter contre cette hypertonie. C'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction, pour vous dire, on va donner un antispastique, pas un antispasmodique. Un antispasmodique, c'est les vaisseaux lisses, quand on a un problème intestinal, de douleur, de contraction, du muscle lisse. Là, on est dans des muscles squelettiques, n'est-ce pas? Qui sont spastiques, ça veut dire qu'il y a une hypertonie spastique. D'accord? Et donc, on va donner du baclofen, c'est de l'iorézal, de Novartis, et nous, ce qu'on a en Algérie maintenant, actuellement, depuis 6 ans, avant, on avait l'iorézal. Moi, je me souviens, quand j'étais résident, c'était l'iorézal. Et maintenant, ces derniers temps, on a le baclofen, c'est des comprimés sécables de 10 mg, c'est ce qui existe en Algérie, c'est ce qu'on donne maintenant. Et c'est de 10 à 75, et on peut aller jusqu'à 120 mg par jour, en 3 à 4 prises au repas. Et puis, il faut savoir qu'il y a des injections intratécales. Une fille, la dernière fois, une dame, une neurochirurgienne, elle est prof de neurochirurgie, Azmedli, elle a fait une présentation sur tous les cas qu'ils ont eu d'injection intratécale de l'iorézal. Et ça donne de bons résultats. Donc ça enlève la spasticité. Si par voie orale, ça ne donne pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc, on peut après donner la toxine botulique, n'est-ce pas? Et chez nous, par exemple, la sétif, on passe à la toxine botulique directement. Parce que c'est local, c'est plus simple. Et ça donne de meilleurs résultats, n'est-ce pas? On passe directement à la toxine. Donc, et puis, un type de rééducation particulier, l'hypertonie, ce n'est pas une rééducation quelconque, n'est-ce pas? Et le patient, on l'envoie chez un rééducateur, un médecin rééducateur, pour faire des séances de rééducation adéquates, des bains froids. Donc, le bain froid, il lutte effectivement contre la sève, mais contre la spasticité aussi, bien évidemment.
Donc, lutter contre les épines, ça veut dire les escarres, les infections, la distillation, parce que plus, c'est des facteurs qui vont aggraver la spasticité. Voilà. Donc, c'est tout simple, regardez, c'est le baclofène. Si jamais ça ne répond pas, et actuellement, pour les gens qui possèdent la toxine, et maintenant ça existe pratiquement partout, on fait des injections de toxines. Est-ce qu'il y a une contre-indication de Mais il a appelé ça comme contre-indication. C'est pas méchant. Déjà, le baclofène, il sera déjà. Pour commencer, quand vous le donnez à un patient, il dit qu'il arrête parce qu'il sera ou règle, ou ça va pas. Donc, en général, nous, on l'évite. C'est-à-dire que les médicaments, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de médicament qui ne fait rien. Allez lire la notice du paracétamol, vous verrez. D'accord? C'est-à-dire que la toxine, c'est beaucoup plus facile parce qu'on injecte, et c'est facile en agissant local, on n'a pas besoin d'aller en systémique. N'est-ce pas? Et en plus, ça donne de bons résultats. D'accord? Et puis après, on va avec la douleur. Les osteoarticulaires en rééducation, il y a parfois des douleurs fulgurantes. En général, quand il y a une atteinte corticale, et puis quand il y a une atteinte préradiculaire des nerfs crâniens par exemple, ou des nerfs radiculaires, ça va donner des douleurs de type radiculaire. Ça va être des douleurs comme une névralgie du 5. Et là, on traite comme une névralgie du 5 par exemple. C'est des douleurs fulgurantes à coup de courant électrique, n'est-ce pas? Donc, le phénomène paroxystique aussi, le signe thermique que je vous ai raconté la dernière fois, une flexion brutale de la tête va donner une sensation de décharge électrique le long de la colonne vertébrale. Et bien, on la traite de la même façon. Donc, la carbamazépine, le tegretol, on va donner le tegretol, il vaut mieux, et dans ce cas, par rapport à ces phénomènes, il vaut mieux donner la forme normale, la forme galénique, plutôt que les formes LP. Les formes LP donnent moins de résultats quand il s'agit de phénomènes douloureux. D'accord? Donc au lieu de donner, il y a le LP 200, il ne faut pas le donner, enfin on l'apprend en Algérie de toute manière, on a le LP 400, il vaut mieux donner le 200. D'accord? C'est-à-dire qu'on va donner de la même façon que la sémiologie de la douleur. La douleur, elle vient, elle part. Au lieu de donner un médicament sous forme LP. D'accord? Donc, c'est 10 à 20 mg kg jour en 2 prises, comme pour l'épilepsie. Lorsqu'avant les épilépries, les tables ne pas, la gabapentin, on l'a en Algérie, n'est-ce pas? Donc on a le Norantin, le Gabatrex chez nous d'Aïtra, Noralgine de Farmiga, donc ça existe sur toutes les appellations, et il y en a quand même pas mal. Des comprimés de sang, nous on a le 300 et le 400 en Algérie, on n'a pas le 800, et on donne 60 jusqu'à 3600 mg jour. Voilà. Et toujours, par rapport à ces phénomènes douloureux, et toujours donner la quantité qu'il faut. Là, on ne va pas donner beaucoup comme pour les effets de l'induction des traitements de forme. Non. Là, on va donner en fonction du besoin. Et au contraire, on n'a pas besoin de donner une forte dose. Il faut plutôt donner le minimum efficace. Donc, la prégabaline aussi, le valproate, c'est-à-dire comme dans les phénomènes douloureux. Voilà, les phénomènes douloureux, c'est ce qu'on donne. Le valproate, le clonazepam et la métryptyline. Et ça et la maîtrise كان يعود في الكول انا ما كانش حركه هنايا ما نقدرش بزاف كون جيت في الكول تاعي تشوف لا واحد يتحرك. Donc on donne beaucoup l'amitriptyline. Ça veut dire que c'est un médicament, le Laroxyl. Le Laroxyl qui a une en goutte, qui a des comprimés de 25 et on peut augmenter. Et là on va toujours. Pourquoi on donne en goutte? Parce qu'il sera malade, ça a une goutte au sera. Ça te 103 fois l'équivalent. Mais c'est comme ça, c'est des susceptibilités. Et de toute façon, il y a un phénomène d'adaptation. C'est-à-dire que le malade a une goutte au sera, elle va se retrouver avec l'équivalent de 100 gouttes. Ou normal, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on préfère aller vers les gouttes pour aller augmenter par palier, progressivement. Quand on arrive à 25, on va donner un comprimé de 25 et on augmente aussi progressivement. D'accord? Mais là, la métryptyline donne de bons résultats. Les neurologues, ils l'utilisent depuis le 19e siècle et ça donne d'excellents résultats dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les neurologues le donnent beaucoup. Et ayez ce réflexe de le donner dans les douleurs neuropathiques, dans les douleurs névralgiques, n'est-ce pas? Donc, carbamazépine, gabapentin, et puis surtout la métryptyline. C'est ce qu'on donne en premier en général. Nous, en Algérie, je pense que c'est pareil, partout, parce que c'est la même école, on donne d'abord la métryptyline, le Laroxyl, et quand ça ne va pas, on donne la carbamazépine, sinon on les associe. Comme c'est des mécanismes d'action différents, on les associe, on peut les associer. Et puis après les troubles psychiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques, la psychothérapie, le tremblement maintenant. Le tremblement, il est quand même assez fréquent. Le tremblement, il peut être cérébelleux, par exemple.
Parce que le cervelet, quand il y a une atteinte cérébelleuse, on peut avoir un tremblement aussi, ou d'une autre nature. Quand il y a une atteinte extrapyramidale après une longue évolution, on peut avoir un tremblement aussi. Comme d'habitude, et comme vous le savez certainement, on donne du propranolol, c'est des comprimés de 40 mg. Là, on donne et puis la forme MP 260, on donne de 240. La dose, ici, elle est de 240 à 320 mg par jour. Donc, la blocardie pour le tremblement. Sinon, ça donne un meilleur résultat que les autres, de toute façon. Si ça ne donne rien, la primidone, qui est un barbiturique, la misoline, des comprimés de 150, là on ne l'a pas, la misoline on ne l'a pas en Algérie, donc on a le propranolol évidemment, de 50 à 300 une prise au coucher, parce qu'il y a sédation, donc on préfère le donner le soir. Le Xanax, les benzodiazépines, qui est une benzodiazépine anxiolytique, c'est des comprimés de 0,25-0,5 g, seraient efficaces chez 50% des patients, à la posologie moyenne de 0,75 mg par jour, sans guère d'effet secondaire. Donc il n'y a pas d'effet secondaire à cette dose. Donc si la catch, Xanax. Le clonazepam, c'est-à-dire le Rivotril, qui est peu efficace quand même. Et c'est vrai qu'on a essayé, il n'est pas plus efficace. Voilà, peu efficace, et en plus la sédation, et en plus encore autre chose, il y a ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça, Dr Kouhid? Le phénomène d'échappement. Le phénomène d'échappement, ça veut dire avec les diazépines en général. Vous allez trouver des patients, des enfants qui, pour un stage bébé, par exemple, pour une autre raison, il est sous Rivotril depuis des années. Ça ne veut absolument rien dire, c'est de la sottise et de la bêtise. Il y a le phénomène, ça ne sert à rien. On donne un antibiotique de cette façon, le Rivotril, pour une courte durée. Ça veut dire qu'un patient, par exemple, qui est épileptique, on le met sous une monothérapie, ça ne répond pas, on augmente les doses, ça ne va pas. On augmente, on va donner encore une bithérapie, mais jamais plus. On pourrait rajouter éventuellement une diazépine, type Rivotril, mais pour une courte durée. Et quand vous trouvez nous acétif par exemple, Hassan fait malade avec 4-5 antibiotiques. Ça n'existe pas. Alors, entre deux antiépileptiques, les interactions médicamenteuses, que dire de 4 et de 5? Et puis, l'un il est inhibiteur, enzymatique, l'autre il est inducteur. Comment on fait? Déjà, avec deux, c'est compliqué. 4 et 5, c'est de la bêtise. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, c'est essentiellement le clonazepam. L'isoniazid, il a été essayé, mais après, si vraiment le tremblement il est important, il est gênant, etc., on peut tenter la thalatomie ou la simulation surtout du noyau ventrolatéral du thalamus. N'est-ce pas? Là, ça donne de bons résultats. Et ça se fait à Zmirli, à Alger. Donc, pour les troubles sphinctériens, c'est important aussi. Les troubles sphinctériens, c'est embêtant. Une femme, un homme, et d'un coup, voilà, il retient plus ses urines, et il faut qu'on lui mette la couche tout le temps, c'est embêtant comme tout. D'accord? Donc, systématiquement, on fait un bilan urodynamique parce que là, il va falloir d'abord savoir quel type il a, quel type. Est-ce que c'est une rétention urinaire? Est-ce que c'est une incontinence urinaire? Est-ce que c'est une miction impérieuse? Est-ce que c'est une urgenturie? Juste une urgenturie. Il a besoin d'aller uriner rapidement, ça le presse, mais il arrive quand même à se retenir. N'est-ce pas? Et puis, on fait le bilan dynamique pour voir, le bilan urodynamique, pour voir est-ce qu'il y a un résidu post-mictionnel ou pas. Ça veut dire, il a une incontinence, mais il y a un résidu quand même. Post-mictionnel, c'est pas la même chose. Et donc, ici, quand il s'agit d'une incontinence urinaire, ça veut dire qu'il y a une hyperréactivité du détrusor. Le détrusor, il fonctionne tellement, il fonctionne, et donc le patient, il a une urgence, il veut aller uriner rapidement, sinon il ne contrôle pas, le sphincter s'ouvre et c'est une incontinence urinaire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut trouver des anticholinergiques pour stopper le détrusor qui est en hyperactivité. Stopper l'hyperactivité du détrusor par un anticholinergique. Et bien évidemment, anticholinergique, il ne faut pas oublier que ça donne le glaucome, qui a un risque de glaucome important. Il faut savoir est-ce que le patient il a l'antécédent ou pas, etc. Donc, qu'est-ce qu'on donne? L'oxybutyl, c'est ce qu'on donne ici chez nous, c'est ce qui est disponible chez nous, le Briptane, n'est-ce pas? Ou le ditropan, c'est des comprimés de 5 mg. On commence par la moitié du comprimé. Donc 2,5, on augmente progressivement 3 fois et on peut atteindre 20 mg par jour.
on peut, en France, là où j'étais dans le service neuro-urologie où j'étais, ils utilisent beaucoup le vésicaire, énormément, et beaucoup plus que le Driptan. Et puis le service aussi, c'est ce qu'ils ont en France beaucoup, c'est ce qu'ils utilisent le plus. Voilà, et les doses vous dites. Et on peut donner un imipraminique antidépresseur, parce que aussi, les antidépresseurs imipraminiques, ils ont un effet anticholinergique. D'accord? Donc, et après, ce qu'on fait souvent, c'est que les traitements aussi ne sont pas très efficaces, et bien on va aller vers la toxine botulique encore une fois. Ce qu'on faisait, c'était plus facile quand il s'agit de la toxine botulique sphinctérienne, le repérage il est amené, ça c'est quand il est sphinctérien, et quand il est sphinctérien dans la rétention. Mais par rapport à l'hyperactivité du détrusor et donc l'incontinence, on va aller faire la toxine dans le détrusor. Donc là, c'est souvent dans le service qui le faisait, c'était une femme qui était urologue. Donc elle rentre à l'intérieur et il y a la caméra et on partage sur plusieurs cadrans le détrusor et on injecte dans chaque cadran. Et ça part comme ça en flash, comme ça. Et on voit un sang qui s'échappe parce que l'injection pénètre à l'intérieur, n'est-ce pas? Et donc, ça donne d'excellents résultats. La toxine botulique. Donc, maintenant, quand il y a une hyperréactivité du détrusor avec un résidu post-injectionnel, quand il est supérieur à 100 ml à l'écoute. Là, c'est le même traitement, mais comme il y a un résidu, il faut l'autosondage. Et l'autosondage, je ne sais pas si je l'ai fait, alors le triptan qu'on a chez nous, et bien sûr il y a la rééducation du périnée, c'est le rééducateur qui la fait, c'est très important la rééducation du périnée. Et puis, regardez, pour l'autosondage par exemple, nous ce qu'on avait dans le service, c'était ceux-là, qu'est-ce qu'on a elle était très pratique, je me souviens, parce que c'est comme ça. La femme, souvent, elle est dans son sac, elle est moins qu'un silo. Toute fine, parce que celles des femmes, elles sont beaucoup plus petites. La lofrique, elle s'appelle la lofrique. Et puis, bien évidemment, il y a des tailles, que ce soit pour l'homme ou pour l'âne. Il y a plusieurs types de sondes urinaires pour l'autosondage. Là, la bonne dame, elle est au resto, elle l'a dans sa poche, elle va, excusez-moi, je vais me refaire une beauté, elle va aux toilettes, elle se fait l'autosondage et elle revient. Magnifique. Ils ont que j'ai rapporté aussi, un verre, une glace, un double verre, et elle est aux toilettes, elle fait son autosondage, le problème est résolu. Il n'y a pas d'infection. À chaque fois, elle le fait pendant 3 fois par jour, par exemple, et tout va pour le mieux. Jamais il faut une insuffisance surrénale après. Ni d'infection d'ailleurs, elles sont rares. Puisque la stérilisation elle est importante, il nettoie, elle fait son autosondage, magnifique. Elle n'a pas besoin. Je tape toute petite comme ça, magnifique. Et le service où j'étais, il faisait que ça. On faisait. Là, il y a plusieurs qui m'a dit la lofrique. C'était sonde d'autosondage. Ah, autosondage. Sonde d'autosondage. Et puis, enfin, il y en a plusieurs. L'essentiel. Donc, j'étais là. La rééducation du périnée est importante. Donc, quand on a un résidu, et ça, il n'y a pas que traiter. Là, il faut vider le résidu, n'est-ce pas? Donc, la rétention vésicale maintenant, là, on est l'inverse. Quand est-ce qu'on a la rétention vésicale? Par exemple, c'est le cas le plus fréquent en matière de sclérose en plaques, quand on a une dysynergie vésico-sphinctérienne. Parce que vous savez que la motilité sphinctérienne, comment elle est, quand on arrive au seuil où on a envie d'uriner, donc l'envie d'uriner se déclenche déjà, et puis il y a une contraction du détrusor et une ouverture du sphincter vésiculaire. Et dans la sclérose en plaques, la pathologie la plus fréquente, c'est cette dysynergie. Ça veut dire le moment où le détrusor se contracte, le sphincter est fermé. Et le moment où le sphincter est ouvert, le détrusor est relâché. Problématique, n'est-ce pas? Donc, soit carrément, il y a une hypoactivité du détrusor tout court. Le détrusor, au lieu qu'il soit en hyperexcitation, il va donner une incontinence. Là, il ne travaille pas et ça va donner une hypotonie et ça va donner une rétention urinaire, n'est-ce pas? Mais le plus fréquent, c'est la dysynergie vésico-sphinctérienne. Là, on va donner un alpha-bloquant, n'est-ce pas? Si dystonie, une synergie vésico-sphinctérienne, un alpha-bloquant va donner l'alfusosine, c'est l'hexatrale, c'est des comprimés de 2,5, un comprimé de 2 à 3 fois par jour, avec un maximum de 10 mg par jour. Et il y a des formes LP aussi, ou ici le baclofène aussi, mais il est peu efficace. On peut donner le baclofène ici, et l'autosondage pluricotidien là, parce que là il y a une rétention.
donc la rétention elle est là, on est obligé de faire l'autosondage. Beaucoup plus que l'incontinence avec le résidu, n'est-ce pas? Et la toxine, là, mais on va toxiner le sphincter. Soit repérage anatomique, soit EMG. Et il est très facile le sphincter. Il ne nécessite pas de matériel, il suffit de l'aiguille, n'est-ce pas? Et de la toxine en question, le Dysport ou le Botox ou Xéomine ou peu importe. D'accord? Et puis la chirurgie, la plastie vésicale. Et sinon, si ça ne va pas du tout, une sonde à demeure, voire un cystocate, il sort par là, carrément, il déverse dans les formes évoluées, mais là, le risque d'infection est important avec le risque d'atteinte rénale. La prévention des infections, elle est basée donc sur le maintien de la durée suffisante et régulière par un apport hydrique supérieur à 1,8 litres par jour, une acidification des urines par la vitamine C, on donne un comprimé par jour en pérose, et en même temps on lutte contre l'asthénie, d'un autre côté. Si autosondage, bien évidemment, s'il est fait, il faut qu'il y ait une asepsie rigoureuse, n'est-ce pas? Parce que sinon, se sonder fréquemment 3 à 4 fois par jour, et si on fait mal l'asepsie, il y aura des infections, évidemment. Donc, la surveillance de ces BU régulièrement et traitement précoce s'il y a infection. Les troubles de l'évacuation rectale et de la constipation, il n'y a pas grand-chose ici sur le plan thérapeutique. C'est vrai que l'exploration, on peut faire beaucoup de choses. Dans le service où j'étais, c'est ce qu'ils faisaient, que ce soit sur le plan vésical ou rectal, mais sur le plan thérapeutique, il n'y a pas grand-chose. Les troubles érectiles, le Viagra, les prostaglandines 1, en être caverneux, la prostadine, là tout le monde connaît, vous verrez sur internet, et c'est facile à faire en plus, il n'a pas besoin, j'allais dire, d'urologue pour le faire. C'est des injections pré-remplies, il injecte au niveau du sinus caverneux, et l'érection, il faut la faire 5 à 10 minutes avant, voilà, il a son érection normalement. D'accord? Donc, l'asthénie, repos lors des poussées, rééducation régulière en dehors, donc en dehors de l'asthénie, il rééduque, n'est-ce pas? Pas pendant on ne va pas faire une rééducation pendant l'asthénie, n'est-ce pas? Donc on donne le modafinil, c'est des comprimés de sang de 200 à 400 mg au jour en 2 prises, qui est un psychostimulant amphétaminique. Les contre-indications sont là, mais ce qu'on donne nous, c'est la mentalité. On l'avait, il fut un temps en Algérie, je crois que ces derniers temps, elle n'existe pas. Après les matchs, mais ça ne donne pas grand-chose non plus. Hein. Allez, je vais vous le dire. C'est des comprimés de 100 mg, un comprimé 2 fois. Et puis la prévention des complications d'épididyse pour les maladies grabataires, les poussées prolongées, des massages, des points de pression, bien évidemment, changement fréquent de position, les lits fluidifiés et les anticoagulants si vraiment il est grabataire à lutte préventive. L'aménagement du temps de travail et la prise en charge psychologique, eux, à l'étranger, ils donnent de l'importance beaucoup à ça. Bon, chez nous, c'est beaucoup de bon. Voilà. L'intérêt de la rééducation maintenant, au domicile, c'est possible. Évidemment, la personne, elle est dans son milieu. Il vaut mieux que ce soit comme à l'étranger. Le kiné qui arrive à la maison, il est programmé, n'est-ce pas? Il fait la rééducation. En dehors des poussées, évidemment. Active et modérée pour ne pas renforcer la spasticité, parce que quand on fait une rééducation active, la spasticité est renforcée. Donc il faut vraiment ça voilà. Et puis vise à préserver le maximum de l'autonomie, si poussée sévère pour éviter les complications liées à l'immobilité, améliore les incapacités, des programmes de rééducation locomotrice de 1 à 3 mois, plus la kiné à 3 mois, plus la kiné, plus l'ergothérapie, des séances quotidiennes. Je vous assure que ça donne de bons résultats. Et puis même, j'allais dire, pour le moral du patient, il est beaucoup mieux. Et quand le moral va bien, le soma va bien aussi. Ça y est, ça m'a fini. Bon, les techniques, on s'en fout. Mais après, il y a plusieurs techniques, mais en tout cas, là, on envoie chez le rééducateur et... Qu'est-ce qu'il faut? Je ne vous la détailler.